Bon, on lance. Romain, Véronique et moi-même, qui sommes membres de Braise Data Club. Donc, bienvenue ce soir à la conférence. Euh, la rencontre typique de ce cycle de conférence, au-delà de la présentation qu'on va vous faire rapidement du Braise Data Club, c'est une intervention, donc l'intervention de Pascal Crépé ce soir, suivie d'une session de questions-réponses, à la suite de quoi on vous demandera en quelques minutes votre feedback sur l'événement. Ça, c'est pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez améliorer ou qu'est-ce qui vous satisfait pleinement. Et puis ensuite, on aura un after work avec des possibilités de rencontres par petits groupes. Le feedback que vous nous donnerez tout à l'heure, ce sera sur le lien qui est marqué ici, donc https://s.421.fr/BDC_2021-03-11. On vous le rappellera tout à l'heure, et donc ce que vous aurez à nous dire tout à l'heure, c'est quel score vous donnez à cette soirée entre 1 et 5, et quels sont les points à améliorer, ce sont des questions ouvertes, quels sont les points à améliorer, quels sont les points à continuer. Je vais passer la parole maintenant à Véronique pour la présentation du club. Donc, le Braise Data Club, c'est une association qui a été fondée en 2017 et qui regroupe différents professionnels, des étudiants et puis toute personne qui s'intéresse à l'écosystème de la data dans le Grand Ouest. Durant ces 4 dernières années, on a une quarantaine d'événements, dont 3 Braise Data Day en fin d'année. Et on a une trentaine de membres actuellement dans l'association et plus de 1000 personnes sur le groupe Meetup et des abonnés sur LinkedIn. Donc, vous retrouvez les liens en bas, en dessous, et ils sont également disponibles dans le chat et je les rappellerai à la fin. Donc, on y travaille sur 3 aspects: connecter les acteurs locaux pour leur donner de la visibilité dans l'Hexagone et dans le monde, et en Bretagne aussi. On veut rendre aussi améliorer l'accessibilité de la data au grand public breton. Et on veut enfin pouvoir partager les résultats des recherches qui sont réalisées sur les données de la Bretagne et avec les acteurs locaux. Donc, l'association est composée d'un conseil présidé par Romain et président, et Fabien qui s'occupe de la trésorerie. Donc, on est 10 personnes au conseil. Et vous avez les adresses email de Romain et Fabien. D'ailleurs, si vous voulez, en étant membre, vous pourrez rejoindre l'Assemblée générale qui a lieu une fois par an. Et cette année, ça sera fin juin 2021. Pour devenir membre, alors les membres, on échange sur le Slack de l'association. On travaille maintenant, on va pouvoir travailler encore davantage en ligne sur des événements privés. Et on va également, donc ça permet de participer à l'Assemblée générale et donc de donner son impulsion dans le club. Pour ça, vous allez sur le site de l'association, vous avez un lien vers Helloasso et ça coûte 20 € pour 12 mois. Vous pouvez aussi devenir sponsor, soit pour un événement en particulier, soit pour l'année, que ce soit un support financier ou un support technique. Comme aujourd'hui, c'est Valoway qui nous permet de réaliser cette session. Donc, c'est notre sponsor technique de ce soir. Si vous avez un sujet à partager sur la data, n'hésitez pas à nous contacter. On aura un prochain cycle au cœur de la data, donc plus côté machine learning, IA, et plutôt vers la fin d'année, un cycle sur les données institutionnelles. C'est encore en cours de préparation. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à nous en parler. On est toujours intéressés et on vous dit en fonction des regroupements qu'on peut faire. Voilà. Alors ce soir, nous sommes réunis pour lancer le cycle data et santé. On est parti du constat que ça faisait 1 an qu'on était dans une pandémie mondiale. Et bon, évidemment, ça a perturbé la vie familiale, la vie professionnelle d'un certain nombre d'entre nous. Mais on s'est dit, sur le plan scientifique, comment les data sciences ont-elles contribué, ont-elles participé à la lutte sanitaire? Alors, on est allé chercher les experts et on a dans le cycle actuel prévu 4 conférences. La première conférence de ce soir, c'est avec Pascal Crépé,
le HESP qui va nous expliquer comment les données ont apporté aux épidémiologistes des nouvelles manières de travailler ou des nouvelles manières de penser dans la lutte contre la pandémie. La semaine prochaine, on a Olivier Briac qui viendra nous parler pour nous expliquer comment allier exploitation des données personnelles de santé et sécurité. Donc, effectivement, c'est des problématiques qui ne sont pas triviales entre le droit à la vie privée et en même temps la sécurité de l'ensemble du corps social. Dans 15 jours, on a Émilie Sarrazin et Adrien Pavie qui viendront nous parler des données pour mesurer le risque Covid spécifiquement dans les quartiers défavorisés des villes en utilisant des outils d'analyse géomatique reliés à des données de ville. Et puis, dans 3 semaines maintenant, nous aurons le docteur Gangloff qui viendra nous parler de l'utilisation de la base de données du CHU de Rennes pour créer des modèles diagnostiques de la Covid-19. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Pascal Crépé, donc, qui est enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Je vais le laisser se présenter lui-même et surtout présenter son sujet. Pascal, c'est à vous. Merci Didier. Hop là. Donc, bonsoir à tous et merci au Braise Data Club pour l'invitation. Donc effectivement, on m'a posé un peu la question, qu'est-ce que les données ont apporté aux épidémiologistes? Et donc je me suis servi de cette question un peu comme point de départ pour mon topo de ce soir. J'ai essayé de partiellement y répondre, mais j'ai essayé surtout en fait, de vous parler d'un sujet qui est, pour justement une communauté de data scientists et à mon avis, encore plus intéressante, enfin, toujours liée à ce sujet-là, c'est la révolution qu'on est en train de vivre vis-à-vis des données de surveillance épidémiologique, révolution liée à cette crise de la Covid-19. Et c'est aussi ça que je vais détailler. Alors, c'est des données épidémiologiques, etc. Mais ça crée aussi donc de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Et je pense que ça fait partie des choses qui vont intéresser cette communauté. Donc, pour me présenter, je suis enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique. Donc, moi, mes sujets de recherche tournent autour essentiellement de la dynamique des maladies infectieuses et donc des épidémies. Donc forcément, une crise comme celle que l'on vit actuellement, ça rentre pleinement dans les sujets de recherche auxquels je m'intéresse. Et donc, je vais essayer de vous apporter un peu cet éclairage-là. Mais avant tout, parce que vous êtes une communauté de data scientists, je vais peut-être commencer par le commencement et peut-être vous en dire plus d'abord sur ce que c'est que l'épidémiologie. Donc, commencer par vous dire ce que c'est que l'épidémiologie, enfin, en tout cas, vous donner une définition. Donc, l'épidémiologie, c'est l'étude de la distribution et des déterminants des états de santé des populations, de populations d'ailleurs spécifiques. On divise un peu les populations entre elles en fonction de ces différents facteurs. Et puis, c'est l'application de cette étude à la prévention et au contrôle de la santé publique et donc de la santé de ces populations. Et donc, les mots-clés qui sont importants dans cette définition un peu formelle, c'est l'étude. Donc, il va y avoir différents types d'études, différents outils qui vont nous permettre ces observations. Il y a le mot-clé distribution qui vraiment réfère en fait à toute la variété de caractéristiques et qu'on va potentiellement appeler des facteurs de risque qui vont interférer sur sur ces différents états de santé. Les déterminants, là aussi, c'est justement ces facteurs de risque, ces caractéristiques qui font que certaines personnes vont être plus sujettes à faire certaines maladies. Il y a les états de santé, les éléments de santé eux-mêmes, ça on les comprend assez facilement. Ensuite, les populations,
donc c'est les groupes de gens qui partagent les mêmes caractéristiques. Et puis tout ça, tous ces différents éléments sont mis en relation pour derrière pouvoir informer la décision publique, la décision de santé publique vis-à-vis, pour améliorer l'état de santé ou protéger les populations ou faire en sorte que, en général, que les choses aillent mieux. Donc c'est un peu tout ça, l'épidémiologie, l'étude de ces différents facteurs et la compréhension au final de pourquoi les gens tombent malades et de comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que leur santé se détériore. Et donc, au final, l'épidémiologiste a pour objectif d'aller un peu au-delà justement de la simple observation de l'état de santé d'une population, de la simple observation des courbes. Donc, il essaye de ne pas s'arrêter à la surface des choses, mais justement, il essaye d'aller plus loin, d'aller en dessous, de comprendre justement ces différentes interactions entre tous les facteurs qui peuvent jouer un rôle dans la détérioration de l'état de santé. Et dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, c'est vraiment tous les facteurs qui peuvent jouer un rôle dans la propagation d'une épidémie. Et puis ensuite, les facteurs qui vont faire que certaines personnes vont avoir tendance à développer des formes plus sévères que d'autres. Et parce que je ne vais pas vous faire un cours d'épidémiologie et parce que vous n'êtes pas de jeunes épidémiologistes, je vais pouvoir me permettre de parler d'une personne, John Snow. Alors, ce n'est pas le John Snow que certains connaissent, c'est plutôt celui-là. Alors, il est peut-être un peu moins beau et un peu moins connu, mais il est en fait considéré pour beaucoup comme le premier épidémiologiste qui a existé. Et donc, je vais vous raconter un peu ce qu'il a fait très, très rapidement. Donc, c'est un médecin britannique qui a vécu au 19e siècle. Et il habitait à Londres. Et à Londres, au 19e siècle, il y avait beaucoup d'épidémies, et notamment des épidémies de choléra. Et donc parce qu'il était médecin, il s'intéressait à cette problématique d'épidémie de choléra et notamment l'épidémie qui a eu lieu en 1854, qui a bon, alors ça paraît ridicule aujourd'hui, quand on compare à la crise dans laquelle on vit, mais cette épidémie en 54 a fait quand même 500 morts. Donc bon, il y en a eu d'autres, hein, mais bon, c'était une épidémie assez importante. Et donc à l'époque, donc là, on est à l'époque voilà, des premiers essais de vaccins, les différentes théories sur la transmission des maladies. Et en l'occurrence, la théorie en vigueur à l'époque, c'était que le choléra se transmettait par l'air. En fait, on n'avait pas, enfin, on était au début du microscope et de la découverte des micro-organismes et des agents pathogènes. Et on n'avait pas encore observé la bactérie qui provoque le choléra. Et donc le choléra, les gens pensaient généralement que ça se transmettait par l'air. Sauf que John Snow, lui, en tant que médecin, il voyait des patients et puis il voyait aussi des personnes décédées et il les autopsiait. Et quand il les autopsiait, il ne trouvait pas que les poumons étaient particulièrement touchés, il trouvait plutôt que c'était les intestins. Et donc ça ne collait pas trop avec l'idée que le choléra se transmettait par l'air. Et donc il a plutôt formulé l'hypothèse d'une contamination par l'eau. Mais malheureusement, en faisant des prélèvements d'eau à différents endroits dans les zones touchées par l'épidémie de choléra, et en les analysant au microscope de l'époque, en fait, il ne trouvait rien de particulier dans tous ces prélèvements. Il n'y avait pas, il ne voyait pas de choses qui auraient pu provoquer cette épidémie de choléra. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il s'est spontanément transformé en épidémiologiste, voire même en data scientist. En fait, il s'est mis à compter les morts. Et il n'a pas fait juste que compter les morts, il les a représentés sur une carte. C'est la carte que vous voyez sous vos yeux.
Donc, les barres noires que vous voyez sur la carte, ce sont les personnes qui sont décédées du choléra. Et donc, en faisant ça, il s'est aperçu que, que les morts étaient plutôt, donc il y avait une sorte de corrélation spatiale, des décès et en particulier autour, d'une pompe à eau, spécifique, la pompe à eau de Broad Street et hem et donc cette corrélation spatiale, il a pu l'observer au final grâce à sa visualisation, des données, sa représentation, spatiale, des données de santé, en l'occurrence là des décès et grâce à ça, donc en identifiant cette pompe à eau, grâce à cette carte, heu, il a réussi en fait à convaincre, les autorités de l'époque de, simplement, retirer le levier, de cette pompe à eau et donc cette analyse, épidémiologique d'une certaine manière, a mené à une action de santé publique qui au final n'était que, retirer le levier de la pompe à eau et grâce, à cette action, et bien, directement, ils ont pu observer une diminution du nombre de choléra du nombre de cas de choléra. Et pour information, la pompe est toujours là. Alors elle a été déplacée, elle est maintenant de nouveau, du côté du pub, qui s'appelle John Snow si vous passez à Londres, n'hésitez pas, à vous y rendre. Bon, une fois que l'épidémie sera un peu passée, hein. Et le levier de la pompe est d'ailleurs, dans un musée, toujours à Londres. Et donc voilà, donc John Snow est vraiment le premier épidémiologiste grâce à cette étude. Alors il a continué après, parce que bon, le choléra certes se transmet, par l'eau, mais il faut quand même que la bactérie qui cause le choléra arrive, dans cette eau et donc en prolongeant, l'analyse, ils se sont aperçus qu'il y avait eu donc un 1er cas de choléra, qui avait contaminé, un endroit une fosse, d'aisance qui, était en contact avec l'eau et donc c'est pour ça que, cette pompe était infectée. Mais bref, tout ça pour vous dire que au final, l'épidémiologiste, ce qu'il fait, et ce dont il a besoin, c'est de données, et de donner du sens, à ces données et donc de s'appuyer sur des visualisations, pour mieux comprendre ces données. Alors depuis John Snow, il y a eu énormément, de travaux qui ont été faits et le monde des maladies, ne fait que, enfin est très, très vivace, malheureusement. Vous avez, pu, voir par exemple ces différents écriteaux, si vous voyagez, un petit peu à droite ou à gauche, qui sont autant de marqueurs, d'épidémies, dont, les populations, dans le monde, peuvent être, victimes et et la visualisation des données épidémiologiques, ne s'est pas arrêtée, bien évidemment, au 19e siècle. Et si vous prenez par exemple l'épidémie d'Ebola, qui a frappé, 3 pays en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Guinée et Libéria en 2014, vous voyez que, assez, naturellement, les épidémiologistes représentent, la dynamique, des épidémies, sur des cartes pour, justement essayer de comprendre ces dynamiques et ces interactions entre populations et puis aussi comprendre, derrière, l'efficacité, des mesures de contrôle qui peuvent être, mises en place. Pour information, cette épidémie de choléra en 2014, c'est fini, au bout de 2 ans, même si, il y a encore des cas, au Congo. Aura fait alors que Ebola est réputé pour, enfin, est réputé pour sa virulence et c'est partie des virus que tout le monde craint. Bon, bah, on a quand même fait 28 000 cas et 11 000 décès. Et là, bon, encore une fois, mis en regard de l'épidémie que l'on vit actuellement, tout cela semble maintenant un peu plus ridicule. Mais la visualisation, encore une fois, s'arrête pas juste à regarder, la dynamique des cas. On regarde aussi, comment, les personnes, s'infectent et quelles sont les chaînes de transmission, qui causent justement, enfin qui sont à la base
de toutes ces épidémies. Et là, par exemple, sur cette illustration, je vous montre le résultat d'une étude qui avait été faite à Hong Kong au début de la crise pandémique, donc qui représente les différentes, le résultat du contact tracing qui avait été fait sur la zone et qui montrait en fait très, enfin comment dire, très visuellement les deux grands modes de transmission que l'on connaît du SARS-CoV-2, à savoir la transmission au final de proche en proche, hein, donc les gens qui en infectent d'autres, soit au travail, soit dans la famille, mais qui affecte au final relativement peu de personnes. Et puis cet effet de surpropagateur de certains cas qui eux, vont contaminer énormément de personnes. Et on sait maintenant que c'est a priori lié aux deux façons d'être contaminé. Enfin, il y a trois façons, mais deux façons principales. La façon par aérosol, qui sont ces micro-gouttelettes tellement fines qu'elles restent en suspension dans l'air et qui, si elles s'accumulent dans des pièces mal aérées, eh bien, vont provoquer beaucoup de contamination parmi les gens qui sont dans la pièce. Et donc, c'est typiquement le cas du cluster A, parce que toutes ces personnes étaient dans un bar et dans un groupe de musique. Et donc, beaucoup moins le cas pour les transmissions, les chaînes plus courtes, qui sont, elles, plutôt liées à des contaminations via postillon. Donc, c'est le fait d'être sans masque à moins d'1 mètre ou 2 mètres entre personnes qui provoque ce type d'infection. Donc, vous voyez, là encore, la visualisation de la donnée épidémiologique permet d'apporter des connaissances sur les mécanismes sous-jacents de l'épidémie, et donc derrière, de pouvoir donner un éclairage aux décideurs publics qui pourront prendre des mesures permettant de mieux contrôler une épidémie. Et donc, mais on peut encore aller plus loin, et je m'arrêterai là sur l'usage vraiment des données pour la COVID-19, en utilisant justement des connaissances que l'on peut avoir typiquement sur le réseau hospitalier français, en utilisant des modèles de transmission de la dynamique épidémique, parce qu'on connaît, on sait comment comment la progression d'une épidémie se fait, en utilisant des données d'incidence que l'on peut récupérer rapidement, enfin en tout cas aussi rapidement que possible, en février-mars 2020. Et en mélangeant tout ça avec notre connaissance des bassins de population et des liens entre ces populations et les hôpitaux, ben on peut essayer, c'est ce qu'on avait fait en mars de l'année dernière, essayer de voir quelle pourrait être la dynamique de l'épidémie et son impact sur les capacités hospitalières en France. Et donc, voilà, début mars, juste avant le premier confinement, on avait donc fait cette analyse et mis en évidence que la plupart des régions françaises allaient très rapidement avoir leur capacité de réanimation dépassée par la vague, donc cette première vague qui s'abattait sur le territoire. Et au final, les dates qu'on avait estimées à l'époque, on n'avait pas encore vraiment d'estimation précise du fameux R0 de l'épidémie, donc on avait fait différents scénarios. Et l'ordre dans lequel les capacités de réanimation ont été dépassées dans les différentes régions, notamment Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, étaient plutôt bons. Donc voilà. Mais les épidémiologistes donc, ne font pas qu'analyser des données produites par d'autres, ils produisent aussi des données, ce sont aussi des générateurs de données. Et pour ça, ils ont différents outils, que ce soit des études observationnelles, des études expérimentales, c'est les fameux essais contrôlés randomisés, par exemple, qui rentrent dans ces types d'études.
et puis des études plutôt de surveillance épidémiologique, et c'est ça dont je vais vous parler, parce que c'est ça qui est révolutionné vraiment ces derniers temps par la pandémie. Alors, pour vous montrer à quel point la pandémie a changé les choses, je vais me baser sur l'exemple de la grippe et de la surveillance de la grippe. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais la grippe est surveillée depuis au moins, enfin presque 40 ans en France par différents réseaux de surveillance. Et en fait, il y a différents aspects qu'on surveille. Alors, il y a la surveillance en laboratoire d'analyse. On a 2 centres nationaux de référence qui font toutes les analyses donc des échantillons de prélèvement de personnes qui ont la grippe, par exemple. Il y a une surveillance des clusters. Alors, maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un cluster de cas, une grappe de cas, donc des cas groupés. Mais celle-ci se fait essentiellement dans les EHPAD, hein, dans les maisons de retraite. Il y a des surveillances de soins de première attention. Donc, quand vous allez chez votre généraliste, il y a en fait un réseau de 1450 médecins qui participent à ce qu'on appelle donc le réseau Sentinelle, et qui remontent justement les cas de grippe qui se présentent dans leur cabinet. Et ça permet de créer des cas, ce que je vais vous montrer juste après. Et puis, il y a aussi une surveillance hospitalière, là aussi sur un réseau d'hôpitaux sentinelles, qui permet donc d'avoir des notions de ce qui se passe à l'hôpital et donc de mesurer la sévérité des cas de grippe. Et puis, bien sûr, ensuite, une surveillance de la mortalité de ces différents cas de grippe, mais là aussi basé sur un échantillon d'hôpitaux sentinelles, et puis bien sûr sur les registres de décès. Mais ceux-ci ne sont pas forcément toujours extrêmement bien remplis, notamment au cas de la grippe, parce que comme c'est souvent des personnes qui ont d'autres comorbidités qui meurent de la grippe, c'est rarement la cause première, enfin mise en avant de décès. Et donc voilà, en gros, comment la grippe est surveillée jusqu'à présent en France. Et puis, et donc exemple du réseau Sentinelle, donc ce réseau de 1400 médecins voilà, vous permet d'avoir chaque année au journal de 20 heures des jolies cartes de la dynamique de l'épidémie. Alors, je n'ai pas mis à jour la carte, mais parce qu'il n'y a pas de grippe, il n'y a pas de grippe cette année, donc ça ne servait à rien. Mais donc voilà, ça permet d'avoir ce type de suivi. Et puis en plus, ils font d'autres types de suivi sur d'autres maladies, bien sûr. Et puis arrive la pandémie de Covid-19. Et là, on entre vraiment dans presque de la science-fiction. C'est-à-dire que vous m'auriez dit ce que je vais vous dire il y a 1 an, je ne l'aurais pas cru, et je pense que je ne l'aurais même pas rêvé. Enfin, rêvé. C'est difficile de rêver ou cauchemarder, mais voilà. Donc, si on met en parallèle la surveillance des laboratoires d'analyse pour la grippe avec celle que l'on a pour la Covid-19, la première différence, c'est que on n'est plus sur des laboratoires sentinelles, on n'est plus sur simplement des centres nationaux de référence. Les données qu'on a de suivi de laboratoires pour la Covid-19, c'est tous les laboratoires au niveau national, tous les laboratoires, publics, privés, hospitaliers, ce que vous voulez, tous participent à un système d'information qui s'appelle SIDEP et rentrent de façon systématique, et c'est même conditionné d'ailleurs au remboursement du test par l'assurance maladie. Et donc on a une surveillance exhaustive de tous les résultats de tests en laboratoire, et tests RT-PCR ou tests antigéniques. Donc RT-PCR, c'est en gros l'analyse de marqueurs génétiques, donc c'est un test un peu plus précis. Et ça, très honnêtement, c'est déjà de la science-fiction. Sur la surveillance des clusters, je vous disais, pour la grippe, on est seulement sur les EHPAD. Pour la Covid-19, c'est dans tous les lieux où il y a des regroupements de personnes, il y a une surveillance de cluster. Et lorsqu'il y a un cluster détecté, donc dès qu'il y a plus de 2 cas hors foyer, eh bien, il y a là aussi un autre système d'information dans lequel les indications sur les clusters sont renseignées avec toutes les caractéristiques des clusters pour justement essayer d'éviter la reproduction de ce type de phénomène.
Alors, il y a toujours le réseau Sentinelle qui fait son suivi au niveau des médecins généralistes, mais il y a en plus de ça, une surveillance hospitalière qui est accrue et qui est là aussi phénoménale. C'est que là encore, on n'est plus sur des échantillons d'hôpitaux, on est sur tous les services d'urgence, tous les hôpitaux et tous les services de réanimation qui renseignent de façon systématique des systèmes d'information, en l'occurrence celui qu'on utilise le plus pour la surveillance hospitalière, c'est Civic. Civic, pour la petite histoire, donc c'est le système d'information des victimes de catastrophes. Et en fait, c'était un système d'information qui avait été mis en place suite aux attentats de 2015. Parce qu'à la base, c'était fait pour pouvoir faire de la balance de charges hospitalière en cas d'événements causant des victimes, causant un nombre massif de victimes, et pouvoir répartir ces victimes entre les différents hôpitaux. Ce qui avait dû se passer pendant malheureusement les attentats de novembre 2015. Et donc, ils avaient mis en place ce système-là. Et donc, à l'arrivée de la Covid-19 en France, ils ont repris ce système d'information pour pouvoir gérer justement les hospitalisations de patients Covid-19. Et, et alors, ce qui est un peu, entre guillemets, amusant, c'est que ce système d'information qui avait été pensé pour les catastrophes terroristes, etc., donc pour un nombre important de victimes, en fait, n'avait pas été pensé pour des centaines de milliers d'hospitalisations. Et donc, a dû évoluer au fil de l'eau. Ils ont dû racheter des serveurs, etc. Parce qu'au final, ils ne pensaient pas non plus l'utiliser pendant maintenant plus d'1 an. Mais non, bon, donc toujours est-il que c'est utilisé et que tous les hôpitaux le remplissent. Et pareil pour la surveillance de la mortalité, on est encore sur de la surveillance exhaustive. Et alors, ce qui est encore plus incroyable derrière tout ça, c'est qu'au-delà de l'exhaustivité, on est aussi sur une réactivité énorme de toutes ces données. C'est-à-dire que ces données, par exemple, la mortalité, juste avant la crise de la Covid-19, il fallait compter au moins 3 à 6 mois pour avoir des données consolidées vis-à-vis de la mortalité et de la mortalité hospitalière. Et pour tout ce qui était données de surveillance hospitalière, alors dans le cas de la grippe, il y avait au moins une surveillance, un reporting par semaine, mais pour l'activité hospitalière en général, les systèmes d'information ne permettaient pas d'avoir des délais de moins de 6 mois pour obtenir ce type de données. Donc là encore, on est dans un autre monde en termes de caractéristiques de la donnée et de ce qu'on va pouvoir faire avec ce type de données. Donc je vous dis, données de surveillance quasi exhaustives et données très réactives. Très réactives d'ailleurs au niveau des données hospitalières, ce qui fait que les modèles que l'on construit pour suivre et projeter l'épidémie peuvent être basés d'ailleurs sur les données hospitalières parce que celles-ci sont assez réactives. Mais il y a un troisième élément qui change aussi énormément la donne, et c'est aussi sur cet élément que je voulais m'attarder un peu, c'est la disponibilité de ces données. Le fait que ces données soient en open data change énormément la donne pour les chercheurs, pour les data scientists en général et pour le public aussi. Quand je dis le public, ce n'est pas forcément pour le public directement, mais c'est aussi pour les médias et les data journalistes qui sont aussi très consommateurs de ces données. Et donc, ce phénomène de l'open data, c'est pas peut-être que vous avez certainement déjà parlé dans le cadre de ce club, mais c'est pas un phénomène très récent, mais ça a été un phénomène qui a nécessité pas mal de luttes. Et notamment, il y a quelques années, je me suis aperçu que c'était en 2013, donc le temps passe, des collègues, notamment de l'HESP,
avait participé au mouvement justement d'ouverture des données de santé qui avait commencé à l'époque, où ce qu'on disait, c'est qu'il ne fallait pas que justement les données de santé soient juste réservées aux bien-pensants ou aux bien-sachants. Il fallait que le citoyen puisse avoir accès à ces données publiques et anonymes, et que l'accès à ces données ne soit pas réservé à une caste d'experts autorisés, mais que le plus grand nombre puisse l'utiliser. Et moi-même d'ailleurs, j'avais participé au mouvement. J'avais fait un petit encart dans un supplément partenaire sponsorisé par IBM dans Le Monde. Et pendant des années, j'étais très fier d'avoir eu ma tête dans Le Monde. Et je ne m'attendais pas à ce que ma tête soit vue ailleurs, et plus que ça depuis. Mais donc, tout ce mouvement-là avait d'ailleurs amené voilà, à ouvrir ces données. Et puis le fait que les capacités de calcul, de stockage, et puis l'apparition d'une nouvelle économie de la donnée arrivent, peut-être aussi avec un changement de mentalité, même si pour la donnée de santé, les choses ne sont pas encore euh, très... enfin bon, il y a des changements, mais ça prendra peut-être encore un peu de temps. Tout ça avait amené donc, à cette open data et à l'apparition de datagouv.fr, par exemple, sur lequel d'ailleurs vous trouverez toutes les données liées à la Covid-19. Mais les données de santé, ce n'est pas que les incidences, c'est aussi tout un tas de données, notamment les données de mortalité, d'activité hospitalière, etc. Donc, c'est un nombre considérable de données. Et puis, je pense que peut-être que vous en parlerez plus dans d'autres points de votre club. Mais tout ça, en fait, crée de nouveaux besoins et de nouvelles attentes, à la fois de la part du public, mais aussi de la part des décideurs politiques. Il y a, notamment, le premier besoin, c'est d'avoir des données fiables et de les avoir immédiatement. Et ça, c'est peut-être justement deux besoins qui sont un peu contradictoires, hein, parce que malheureusement, pour la donnée de santé, à une échelle nationale, euh, si la donnée est fiable, c'est souvent qu'elle n'est pas immédiate, parce que ce qu'on oublie souvent de voir, c'est que pour qu'une donnée soit fiable, il faut que quelqu'un puisse la regarder, la vérifier, la contrôler, et que donc ça prend forcément du temps. Et donc, forcément, vous ne pouvez pas systématiquement avoir les deux. On veut aussi pouvoir visualiser ce qui se passe en temps réel, notamment dans une crise telle que celle que l'on vit, qui crée beaucoup d'anxiété et voilà, qui cristallise énormément d'angoisse, et c'est bien normal. On a besoin d'informations en tant que citoyen. Mais on a aussi besoin de pouvoir naviguer dans tous ces flux de données et de pouvoir s'y retrouver, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Et donc ça, malheureusement, ce n'est pas forcément des besoins auxquels les épidémiologistes en particulier, les agences gouvernementales, étaient habitués à répondre. Et il y a clairement un fossé, ou en tout cas un trou dans la raquette, euh, dont on pourra discuter. Et puis, deux autres besoins, attentes, il y en a sûrement d'autres. C'est le besoin de comprendre et de pouvoir mesurer l'impact des mesures prises dès qu'elles sont prises. Je ne pourrais pas vous lister le nombre de journalistes qui m'ont appelé suite au confinement du week-end pour me demander quel était l'impact du confinement le week-end. Et donc, à chaque fois, la réponse, c'est j'en sais rien. Et bien sûr, on ne peut pas savoir une nouvelle mesure, tant qu'elle n'a pas été prise, on peut théoriser son impact potentiel, mais en fait, c'est toujours plus compliqué parce que tout ce qui se passe sur les populations, ça change le comportement des populations. Et donc, même si une mesure directement n'a pas d'impact, si le comportement de la population change, si les gens sont plus prudents ou au contraire, si ça crée un décrochage, si les gens n'ont plus confiance justement parce qu'ils ne comprennent pas la mesure et donc ils ne comprennent pas l'intérêt et donc ils ne font plus confiance à tout ce qu'on leur demande de faire, vous avez des comportements très différents et des impacts très différents sur l'épidémie.
Et puis, bien sûr, tout le monde veut savoir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Donc ça, je verrai ça pour les questions-réponses. Je vous dirai tout ce qui va se passer parce que je me suis racheté une boule de cristal et que j'ai passé un coup de chiffon dessus. Les choses sont très claires. Mais sinon, c'est pas, en général, pas toujours possible, bien évidemment. Mais ça fait partie quand même des attentes que les gens ont. Et donc, pour se répondre à certaines de ces attentes, justement, il y a beaucoup de data scientists qui se sont mis à répondre aux besoins. Alors, c'était pas forcément prévu pour eux, hein. Il y a pas mal d'interviews de Guillaume Rosier qui dit qu'il ne pensait pas que son site allait avoir le succès qu'il a eu. Il y en a d'autres, je listais Germain Forestier et d'autres. Et c'est clair que ce qu'ils font est très bien, ils répondent à un besoin, et que moi-même, de temps en temps, j'utilise leur site, parce que c'est pas parce que j'ai pas accès aux données, c'est juste que j'ai accès à toutes les données, je peux accéder directement aux données de Santé publique France, etc. Mais c'est vrai que pour naviguer dedans, c'est parfois plus simple d'avoir des outils bien faits qui permettent de visualiser les choses. Voilà. Et donc la question un peu provocatrice, si je m'adressais à des épidémiologistes, c'est est-ce que les data scientists sont les épidémiologistes de demain? Est-ce que Guillaume Rosier ou Germain Forestier sont les Jon Snow du XXIe siècle? Et la réponse, c'est peut-être, mais peut-être pas. Et pour vous donner un exemple, je vais finir sur un exemple de la complexité qui donne un peu une idée de la complexité de la donnée épidémiologique. Et l'exemple, c'est un exemple très, très récent, hein, c'est l'exemple du variant B117, hein, autrement nommé le variant anglais. Alors vous avez peut-être, si vous êtes un peu attentif aux informations, etc., beaucoup d'épidémiologistes, dont moi et beaucoup de mes collègues, ont dit et disent encore que le variant anglais est plus transmissible et que parce qu'il est plus transmissible, il va provoquer un rebond de l'épidémie. Et ça, on a commencé à dire ça, enfin nous, on a été alertés vraiment sur ce variant fin décembre de l'année 2020 et début janvier, nos analyses montraient ça. Et donc, on a tiré la sonnette d'alarme très tôt. Et le variant anglais semble devenir dominant, mais on ne voit pas de rebond. Et donc, la conclusion qui a été faite, c'est les épidémiologistes se trompent. Et notamment, d'ailleurs, les Covid trackers, etc., sur Twitter, disaient, bah non, en fait, il y a beaucoup de variants anglais, plus de 50%, 60%, et il n'y a pas de rebond épidémique. Donc, il n'est peut-être pas si transmissible que ça, etc. etc. Bref, tout ce que les épidémiologistes et les modélisateurs avaient pu dire devait être faux parce que les données montraient qu'il ne se passait rien. Et c'est là où, en fait, où la contextualisation épidémiologique est importante. Et le fait de connaître vraiment d'où viennent les données et comment est-ce qu'elles sont générées. En fait, ce qui se passe, c'est que le niveau de circulation. Alors, ce qui se passe, je ne vous dis pas ce qui se passe, je dis, mais une hypothèse qu'on a formulée, que les épidémiologistes ont formulée, je ne parle pas pour tous les épidémiologistes, mais en tout cas que moi et certains de mes collègues ont formulé, c'est qu'en fait, le niveau de circulation du variant, notamment du variant anglais, est mesuré via les échantillons de RT-PCR. Donc, quand vous faites un prélèvement nasopharyngé là, avec les grandes tiges, mais ce n'est pas un test antigénique, c'est un test RT-PCR. Donc, vous n'avez pas les résultats en 15 minutes, vous les avez au bout de 24 heures. Et donc, c'est sur ces échantillons qui sont faits au bout de 24 heures que l'on est capable ensuite de séquencer ou de faire du criblage pour voir si c'est du variant anglais, du variant historique ou du variant brésilien ou autre. Sauf que ces échantillons, donc, qui sont un peu plus sensibles, un peu plus précis, ces prélèvements, ils sont faits en fait essentiellement chez les personnes qui sont symptomatiques. Pour une personne qui n'a pas de symptômes ou qui a été juste en contact avec une personne infectée, on va lui faire un test antigénique. Comme ça, elle aura son résultat en 15 minutes et elle sera tranquille. Mais pour les personnes qui ont des symptômes,
on va faire des tests RT-PCR parce qu'on sait qu'elle est malade, on veut être sûr de savoir quel variant, etc. Or, si le variant anglais est plus sévère que le variant historique, eh bien, en fait, son niveau de circulation va être surestimé parce que vous allez avoir plus de chances, si vous avez le variant anglais, d'avoir un test RT-PCR. Et donc, dans tous les tests RT-PCR qui sont analysés, il y aura une proportion plus grande de variants anglais parce que plus de symptomatiques liés au variant anglais. Et donc, si ce niveau de circulation est surestimé, eh bien, le rebond qui va être attendu sera plus tardif parce qu'en fait, si aujourd'hui on dit qu'on est à 60%, en se basant sur ces enquêtes sur les tests RT-PCR, la réalité, c'est peut-être qu'on est en fait qu'à 40 ou à 30%. Et donc, le rebond attendu va arriver plus tard lorsque le variant aura progressé plus. Mais ça, on le disait sur une hypothèse que le variant anglais était plus sévère. On n'en savait pas, on n'en savait rien, c'était juste une hypothèse. Une hypothèse jusqu'à hier, en fait, où le BMJ a publié une étude justement sur les données anglaises, sur un échantillon assez important. Il y a un autre préprint qui a été publié il y a 4-5 jours sur un échantillon de 2 millions d'anglais touchés par les différents variants, et qui montre que le variant anglais est 64% plus sévère, donc il y a un risque de mortalité de 64% supérieur au variant historique, et donc qui vient d'une certaine manière confirmer un peu ce que l'on disait sur éventuellement la surreprésentation du variant anglais dans les données, et ce qui explique les délais et le fait que le rebond que les épidémiologistes pensaient arriver en février, n'arrive pas en février, mais arrive potentiellement plus tard. Et vous voyez, tout ça, ça nécessite de la contextualisation, de la connaissance de la donnée, de comment elle est générée et de ses limites. Et donc, ça va un peu plus loin que la simple analyse de courbes ou de la visualisation de courbes. Donc, je conclurai là-dessus sur le fait que, je vous dis, on est en train vraiment de vivre une révolution de la donnée épidémiologique et de la surveillance, que tout ça crée de nouvelles attentes bien légitimes de la part du public et des autorités, des décideurs politiques, que derrière tout ça, pour répondre à ces attentes, forcément, il va y avoir besoin de beaucoup de nouvelles compétences du côté des épidémiologistes et des agences chargées de la surveillance épidémiologique, très certainement, mais pas seulement. Je pense qu'il y a vraiment le métier de data journaliste est quelque chose qui est très important. Et à mon sens, justement, les data scientists comme Covid Tracker ou autres sont plus justement dans un rôle de data journaliste que d'épidémiologiste, un rôle très important dans tous les cas. Et qu'au final, ces nouvelles compétences ne remplacent pas les anciennes, qui sont les compétences épidémiologiques, d'épidémiologistes, de mise en relation, de compréhension des interactions et de recherche des causes. Et voilà, et je finirai juste en vous disant que, mais vous le savez peut-être très bien déjà, que la donnée prise seule, sans contexte, peut être mal interprétée, donc dangereuse, entre guillemets, parce que justement, elle a besoin de son contexte. Et voilà, je m'arrêterai là. Merci Pascal de cette présentation tout à fait passionnante et dans laquelle on se reconnaît et en même temps on découvre des choses dont on n'avait pas forcément bien la mesure. Je vous propose de partir sur un certain nombre de questions qui nous ont été posées dans le chat. Alors, je vais. Première question. Est-ce que vous avez développé des modèles prédictifs pour calculer le R0 parce que vous nous avez présenté tout à l'heure un slide dans lequel il y avait 3 hypothèses possibles de R0 et ensuite vous menez des calculs, mais est-ce que vous avez mené des travaux sur le calcul du R0?
Oui. Donc effectivement, le slide que je vous ai présenté, c'était donc les tout premiers travaux qu'on avait réalisés en mars, où on disons que les données étaient encore assez fragiles, pour un peu trop fragiles, pour pouvoir calculer précisément un R0. Alors, ce qu'il faut bien différencier, c'est le R0 et le R effectif. Donc, le R0, c'est vraiment le nombre de reproductions de base, donc avant l'épidémie, d'une certaine manière. Et lorsque toute la population est susceptible d'être infectée et lorsqu'il n'y a pas de mesure de contrôle. C'est ça la définition réelle du R0. Et donc, ce qu'on mesure à l'heure actuelle, c'est plutôt un R effectif, donc le nombre de reproductions courant qui évolue, lui, dans le temps. Et donc, alors le truc, c'est que ce R effectif, on peut le calculer de différentes, alors à la fois de différentes façons et sur différentes données. Euh, c'est souvent une mauvaise idée de le calculer sur la dynamique des tests positifs, parce qu'en fait, ces tests positifs sont très impactés par le nombre de tests qui va être fait, et ça peut changer. Dès qu'il y a des vacances scolaires, par exemple, il y a moins de gens qui se font tester. S'il fait mauvais, les gens ne sortent pas, et donc ils ne vont pas se faire tester, etc. Donc on calcule plus sur les hospitalisations. Et donc oui, on calcule assez facilement. Et d'ailleurs, vous-même, si vous maîtrisez un petit peu R, il y a des packages sous R qui vous permettent de le calculer facilement sur les séries temporelles. Le package s'appelle EpiEstime. Mais c'est vrai que nous, on calcule plutôt à l'intérieur de nos modèles de dynamique épidémique via des algorithmes de matrices de prochaine génération. Et bon, ouais, et donc, voilà. Et donc, oui, c'est calculé. Et c'est important de le calculer parce qu'effectivement, comme c'est un seuil, l'objectif, c'est d'avoir un R inférieur à 1 pour que l'épidémie soit en décroissance et de ne pas garder un R supérieur à 1. Ok, merci. Alors, une autre question qui, qui intéresse une grande partie de l'audience, c'est pourquoi en Bretagne, pourquoi le long de la côte atlantique, pourquoi dans le Grand Ouest, finalement, on paraît moins concerné, moins menacé par comparaison à d'autres endroits en France, notamment dans le nord, dans l'est, voire dans le sud-est. Est-ce qu'il y a une analyse simple à faire ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Moi, la première raison que j'avancerai, c'est la qualité des épidémiologistes bretons. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a peut-être ça. Et sinon, c'est encore un peu compliqué. Donc on peut avancer des hypothèses. Les trois hypothèses classiques que moi j'ai tendance à avancer, c'est d'abord l'hypothèse climatique. Il se peut que le climat océanique, au final, ait tendance à désavantager le virus en termes de transmission, et ça se voit particulièrement en hiver. C'est vrai qu'il y a des grosses différences climatiques entre l'hiver d'un climat continental et l'hiver d'un climat océanique. Et on sait aussi qu'il y a un intervalle, une combinaison température-humidité qui favorise particulièrement la transmission du virus et sa survie en extérieur. Et donc, parce qu'on sait que température et humidité ont un impact, on peut se dire que c'est peut-être ce facteur climatique qui a tendance à protéger un petit peu la façade atlantique. Là, ce serait la première raison. Deuxième raison, c'est la disposition géographique. La façade atlantique a par définition des frontières maritimes, et donc, et notamment pour la Bretagne est un peu, parce que c'est une sorte de péninsule, tu es un peu un cul-de-sac en termes de flux de personnes. Donc la Bretagne n'est pas traversée, enfin les gens qui viennent en Bretagne,
mais la Bretagne n'est pas tellement traversée par beaucoup de flux de population, et donc il y a potentiellement un peu moins de contacts interindividuels qui peuvent à la fois importer et puis créer de la densité de contacts par rapport aux régions de l'Est de la France qui sont plus centrales au niveau européen. Et puis, dernière hypothèse qu'il ne faut pas non plus négliger, il y en a peut-être d'autres, hein, c'est au final le respect peut-être des recommandations, des gestes barrières, etc. Bon, qui est peut-être rendu plus simple, qui est mieux respecté dans l'ouest de la France. Mais là, pour le coup, bon, il faudrait trouver des raisons de pourquoi est-ce que la population de l'ouest de la France est un peu plus observante que le reste. Et c'est pas totalement clair, c'est pas totalement sûr que ce soit là. Donc, je pense que l'hypothèse la plus forte, c'est quand même l'hypothèse climatique. Ok, merci. Alors, une autre question concerne les outils, hein. On a autour, enfin, parmi les participants, beaucoup de data scientists qui s'intéressent aux aspects tech. Donc, typiquement, quels sont les outils ou les frameworks que vous utilisez? Vous avez cité R, bon, ça ne surprend personne, mais est-ce qu'il y a globalement des librairies, des frameworks, des outils classiques? Mm. Nous, on a tendance, parce qu'on fait des modèles un peu complexes, on a tendance à les coder nous-mêmes à la main en C ou en C++, et à les intégrer ensuite dans R. La plupart de mes collègues, je pense à l'équipe de modélisateurs dirigée par Simon Cochemez à l'Institut Pasteur, où eux, ils utilisent plutôt R aussi. Vittoria Colizza à l'INSERM, elle est plutôt Fortran, Python et R et C. Donc, on est plutôt sur des langages alors soit R ou Python, soit des langages de plus bas niveau pour des raisons de performance, typiquement. Parce que les simulations qu'on fait sont très consommatrices de puissance de calcul. Et donc c'est pour ça qu'on a recours à du calcul en C, et puis surtout des calculs parallèles qu'on fait tourner sur des clusters, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça. Alors justement, au-delà des langages, au-delà des plateformes logicielles, au-delà des librairies que vous utilisez, vous travaillez sur des matériels, vous avez parlé de calcul parallèle, vous avez des accès privilégiés à des supercalculateurs? Privilégié, je ne sais pas si privilégié que ça, mais c'est vrai que le milieu universitaire breton a accès à GenOuest, qui est donc une ferme de calcul avec plusieurs clusters. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de machines et donc plusieurs centaines de processeurs. Et donc, je dis plusieurs centaines, c'est peut-être plusieurs milliers d'ailleurs. C'est plutôt plusieurs milliers, enfin, c'est plusieurs centaines par machine. Et donc on a accès à ça. Après, on n'a pas forcément toujours besoin de puissance de calcul massive. Donc on n'utilise pas forcément ça tous les jours. Donc ça dépend vraiment des besoins. Enfin, il faut bien comprendre aussi qu'il y a plusieurs modèles enfin, il n'y a pas un modèle universel qui peut répondre à toutes les questions. On fait souvent différents modèles pour répondre à différentes questions. Parce que l'essence même d'un modèle, c'est d'essayer de simplifier la réalité pour la rendre plus compréhensible. Et donc, et de garder juste les éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et de comprendre l'impact de telle ou telle caractéristique, de tel ou tel paramètre sur l'épidémie. Et on n'a pas forcément besoin de modèles ultra complexes parce que l'idée, ce n'est pas forcément de répliquer la réalité in silico, simplement parce qu'il n'y a pas, de toute façon, il n'y aura jamais suffisamment de données pour documenter tout ce qui se passe dans la réalité.
Et on a vu un peu parfois, d'ailleurs, cet écueil, enfin ce piège fermé sur certains voilà, qui voulaient absolument faire des modèles individu-centrés, etc. Et qui, au final, se retrouvaient avec des usines à gaz, avec des centaines et des centaines de paramètres sur lesquels ils devaient faire des hypothèses parce qu'ils n'avaient pas de données pour valider en fait, ces différentes hypothèses. Donc, au final, avaient des résultats qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer et qui ne sont pas forcément se trouver, enfin, qui n'avaient pas forcément de véracité derrière. Voilà. Ok, merci. Alors, puisqu'on parle de données, justement, vous nous avez expliqué qu'il y avait une révolution qui était apparue. Vous avez beaucoup plus de données, ces données sont beaucoup plus en temps réel. Vous avez évoqué le fait que les données étaient en open data, donc ça, sont évidemment des éléments nouveaux. Il y a une question précise qui vous est posée de savoir si vous avez travaillé sur des données des dépôts Google, et notamment, il y a un lien qui cite le dépôt sur GitHub d'une plateforme Covid-19 Open Data de Google. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça fait partie des sources? Alors, donc, ce qui est utilisé de Google, alors pas par moi, mais par des collègues à moi, notamment Vittoria Colizza, non, mais même Simon, enfin, si on les utilise en fait, ce qu'on utilise, c'est les données de mobilité. Alors, c'est peut-être le lien qui correspond. Mais en tout cas, de Google, on utilise les données de mobilité de la population française. En fait, les gens qui ont un portable Android et qui activent la localisation et l'enregistrement dans le cloud de Google de leur localisation, en fait, remontent à Google d'une certaine manière leur déplacement. Et en fait, cette mesure du déplacement, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très impactée par le confinement et par le respect des confinements ou des couvre-feux, des choses comme ça. Et donc, ça donne un indicateur précis et direct justement du suivi des mesures et donc potentiellement de leur impact sur l'épidémie. Donc oui, c'est utilisé. Il n'y a pas que les données de Google, il y a aussi les données d'Orange, les données de Facebook qui sont utilisées pour mesurer ces déplacements. Ce n'est pas des données très précises, hein, bien évidemment, et tant mieux. Enfin, tant mieux pour nous, La vie en privée. général. Voilà, mais on arrive quand même à avoir justement des différences de niveau de circulation, de déplacement en fonction des lieux de travail, domicile, etc. Et ça donne des choses assez pertinentes. À propos de déplacement, il y a une question qui est posée concernant ArcGIS. Donc, il y a un dépôt de data donc, qui s'appelle gisandata.map.arcgis.com. Est-ce que ce sont des données que vous avez utilisées ou est-ce que vous connaissez des épidémiologistes qui ont utilisé ces références? Alors, j'ai l'impression que je me demande si ce n'est pas l'adresse du site web de Johns Hopkins. Alors, donc, nous, les données de base qu'on utilise pour les hospitalisations, etc., c'est des données qui sont directement issues de Santé publique France, qui collecte et qui justement gère et valide toutes les données d'hospitalisation. C'est à peu près... alors, pour des raisons historiques, on a des voies directes parce qu'ils nous les envoyaient avant qu'elles soient en open data, mais voilà, pour des raisons opérationnelles. Mais c'est les mêmes que celles qui sont en open data et qui sont mises à jour tous les jours. Donc, on n'a pas besoin d'avoir d'autres accès que ces données-là. Donc, voilà. Ouais, donc c'est bien les données de Johns Hopkins. Alors non, donc on les utilise pas directement, mais je vous avoue, parce qu'on regarde, nous, c'est vrai qu'on se focalise sur la France en particulier, mais c'est vrai que il est dans mes bookmarks quand je veux voir un peu ce qui se passe dans le reste du monde et avoir une vision globale. Donc je m'interdis pas bien sûr de l'utiliser et tous les dashboards, quels qu'ils soient, et alors c'est peut-être pas le meilleur, il y en a peut-être d'autres, hein, mais peuvent être intéressants et pertinents. Mm.
Ok, alors une autre question qui nous ramène plus à la médecine. Tant qu'à avoir des données et prendre des décisions, quand on constate des biais, et notamment des biais sur les analyses qui ont été, que vous avez soulignées en parlant un biais sur les tests PCR ou les tests antigéniques, est-ce que cela permet de prendre une décision, notamment aux décideurs politiques, de dire, bon, bah, désormais, on va réorienter nos choix, nos décisions pour tenir compte des biais et justement contrarier ces biais. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des biais partout. Et il y a toujours, enfin, peut-être pas toujours, mais en tout cas, enfin, on peut toujours trouver des biais dans toutes les données. Euh, et donc, et c'est pas forcément grave qu'il y ait des biais. Ce qui est grave, c'est de ne pas le savoir, hein, et de ne pas s'en rendre compte et de faire comme s'il n'y en avait pas. Donc, et très souvent, par définition, le biais, on ne peut pas forcément le corriger a posteriori. Une fois que la donnée est biaisée, elle est biaisée. On peut savoir dans quel sens, on peut faire des hypothèses sur savoir dans quel sens le biais va orienter éventuellement l'interprétation du résultat. Et à ce moment-là, donc, ça va limiter la portée du résultat. On va dire, bah, c'est une surestimation ou c'est une sous-estimation, mais même une surestimation, ça reste une estimation. C'est bien de savoir que c'est une surestimation, mais ça donne la borne haute. Quand c'est une sous-estimation, ça donne la borne basse. Et donc c'est pas forcément grave, hein, les biais. Ce qui est grave, c'est de les ignorer et de ne pas en tenir compte. Et ensuite, on ne peut pas toujours éviter les biais. Il y a des biais. Là, je vous donnais l'exemple des RT-PCR. La solution, c'est, si vous ne voulez pas qu'il y ait de biais, c'est en fait de ne pas utiliser et de ne pas regarder ça, de ne pas regarder cette donnée-là, mais on fera toujours des RT-PCR plus fréquemment aux gens qui ont des symptômes qu'aux gens qui n'en ont pas. Et donc, si le variant anglais il crée plus de symptômes, eh ben, on verra plus de variants anglais dans les RT-PCR. Voilà, point, c'est la vie. En revanche, le fait de savoir ça, bon, bah, ça permet de savoir que c'est une surestimation. Et puis, ça permet de savoir qu'effectivement, si on veut avoir la vraie estimation, eh ben, faut faire autre chose. Et pour le coup, bah, on peut faire tirer au hasard un échantillon de personnes, faire des mesures directement sur ces personnes, sans qu'il y ait ce biais du symptôme qui est introduit dans cette situation-là. Okay. Alors, une autre question qui est beaucoup plus épistémologique. Au cours de la dernière année, beaucoup de scientifiques ont été interviewés. Vous-même, en premier, vous avez été souvent sur les plateaux de télé ou interviewés par les... Alors, jamais sur les plateaux, je Bon, corrige. en tout cas dans la presse, enfin en tout cas... Toujours en Skype, toujours en Skype. Il n'y a Okay. que France 3 Bretagne. Il n'y a que sur France 3 Bretagne que je vais en plateau parce que c'est pas très loin de chez moi. Mais, Okay. En tout cas, les scientifiques ont eu l'occasion de parler plus souvent qu'à leur tour et sont sortis un peu de leur labo, ce qui est bien, parce qu'après tout, promouvoir la science, c'est positif. Ça a un inconvénient, c'est que des fois, il y a eu des cacophonies et le grand public a pu se dire, bah, finalement, les scientifiques, ils ne sont pas d'accord entre eux, les experts, etc. Et donc, sur un plan épistémologique, qu'est-ce que vous pensez de ce foisonnement euh, euh, est-ce que c'est bon pour la science? Est-ce que c'est au contraire, il faut en tirer des éléments d'expérience pour faire mieux la prochaine fois? Comment vous voyez les choses? non, alors, bon, moi je pense que ce qui s'est passé, enfin, il y a eu plusieurs phases, il y a eu plusieurs, entre guillemets, mini-crises, que ce soit ce que disait Didier Raoult à un moment, et puis ensuite il y a eu la crise, entre guillemets, des rassuristes contre les alarmistes, des choses comme ça. Moi, je pense que ce qui s'est passé au final, c'est que
des débats scientifiques qui ont bien évidemment toute leur légitimité et qui sont nécessaires et sains pour faire avancer justement la science, se sont retrouvés à devenir des débats publics, voire parfois des débats d'opinion, et à être mis sous les projecteurs et donc après jugés et critiqués avec la grille presque du débat, ouais, du débat d'opinion et du débat presque politique. Euh, et, euh, or, ce n'est pas du tout la même grille d'analyse qu'il faut utiliser entre un débat scientifique et un débat public. Et donc, et je pense que à la fois les journalistes et puis peut-être le public en général n'avaient pas forcément l'habitude de voir ce type de débat, le débat scientifique, et donc s'attendaient peut-être à ce que tous les scientifiques soient d'accord entre eux et n'avaient pas forcément les billes, et ça je pense surtout aux journalistes, pour voir ce qui avait l'air d'être étayé, enfin ce qui était de l'ordre de l'hypothèse, on va dire, et ce qui était de l'ordre plutôt du fait plus ou moins établi. Et donc parfois mettait en regard les deux choses comme ayant forcément la même valeur. Et c'est vrai que ça crée énormément de confusion et ça pose énormément de problèmes. Et honnêtement, je ne sais pas s'il y a des solutions à ça, parce que c'est important que les scientifiques aient une certaine liberté de parole et soient indépendants dans leurs recherches. Et donc, qu'il n'y ait pas un chef d'orchestre qui leur dise vous devez dire ça, il faut dire ça, etc. Donc on a besoin de cette liberté-là. Mais cette liberté, elle vient avec un coût qui est le fait que de temps en temps, il y en a qui disent plus que ce qu'ils devraient dire, enfin, ou qui font croire plus que ce qu'ils savent vraiment, enfin, ou qui font passer ce qui est de l'ordre de l'hypothèse pour quelque chose de sûr et qui l'affirment, etc. Et donc ça, je pense que le seul moyen de se prémunir de ça, c'est plutôt d'acculturer le monde des médias et puis le public justement à ce qu'est la science et ce qui est de l'ordre justement, enfin, ce que l'on peut identifier comme une hypothèse et ce que l'on peut identifier comme de l'ordre du résultat scientifique qui n'est pas prouvé, mais en tout cas qui a des éléments qui le supportent plus fortement. Et voilà, donc je pense que la solution à cette problématique-là, qui est une vraie problématique, hein, à mon avis, elle passe par l'éducation et par l'apprentissage. Et donc là, on est malheureusement qu'au début de tout ça, mais je pense que ce sera important d'accompagner ce mouvement. Ok, merci sur ce point d'épistémologie tout à fait passionnant et qui a des impacts évidemment dans notre vie de tous les jours. Si on revient un peu sur l'épidémiologie, est-ce qu'il y a des données que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas? Parce que vous nous avez dit que vous avez des tas de sources de données, mais est-ce qu'il y a des données en fait, qui sont soit coûteuses à obtenir, ou soit qui sont, que sais-je, secrètes ou simplement personne n'y a pensé? Est-ce qu'il y a une catégorie qui vous ferait rêver et que vous n'avez pas pu accéder? Il y a une catégorie à laquelle je rêve actuellement, mais c'est toujours un peu compliqué, mais je vais vous avouer mes rêves secrets. Là, par exemple, on est en train de travailler sur un projet de festival expérimental en mai pour voir justement, étudier les contaminations éventuelles dans le cadre d'événements culturels en plein air. Donc on est en train de mettre ça en place avec un partenaire qui organise les festivals. Et l'épidémiologiste modélisateur que je suis a envie d'en savoir plus justement sur les contacts interindividuels qui peuvent se passer au sein d'un festival, dans une activité culturelle comme ça, entre les gens. On va accueillir 3000 personnes.
on aurait envie de savoir voilà, quels sont les moments d'exposition, quels sont les réseaux, combien de contacts les gens vont avoir les uns avec les autres, etc. Et ça pose… alors, et ça, l'intérêt, il est réel pour le modélisateur et pour l'épidémiologiste, pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut éventuellement prévenir le risque de contamination ou au moins le risque de cluster massif, qui est la chose qui fait vraiment trembler en fait les autorités de santé et qui bloque un peu pour la réouverture de ce genre d'activité. Et donc, un des moyens, il y a plusieurs moyens de mesurer ces éléments-là. Un des moyens, c'est par exemple voilà, l'application Tous Anti-Covid. Alors, en fait, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour ça, mais dans l'idée, ça pourrait être ça. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que tout le monde accepte, tous les festivaliers acceptent d'avoir activé l'application, etc. Et là, on se rend compte qu'il y en a au moins 50% qui ne veulent même pas en entendre parler. Il y aurait l'autre moyen, ce serait des puces RFID. Et alors là, qu'on mettrait sur les festivaliers pour mesurer les contacts interindividuels. Et là, ça irrite parfois encore plus parce qu'il y a cette notion de flicage, etc. Et le dernier moyen, mais qui va aussi potentiellement être compliqué, mais qui peut peut-être marcher, c'est la caméra de filmer les gens en plan très large et avec leur autorisation, bien sûr, et puis de mesurer ensuite les contacts qu'il peut y avoir entre les personnes pour avoir des informations là-dessus. Donc, à l'heure actuelle, c'est ces données-là qui me font un peu rêver et je ne sais pas si elles seront accessibles un jour parce que, encore une fois, ça demande aussi une participation des gens qui partagent ces données de comportement d'une certaine manière, qui acceptent que ces données soient recueillies. Mais derrière, il y a un vrai intérêt de santé publique parce que ça permet de réouvrir ce type d'activité avec un risque moindre. Mais voilà. Didier, Ok, oui, Didier, Buller, tu peux choisir une dernière question, histoire de pouvoir avancer Alors, bientôt, pour une finir dernière, avant la nuit. Et, ok, une dernière question à portée générale. Beaucoup d'épidémiologistes, dont vous, à l'école et aux études de santé publique, ont travaillé, ont modélisé. Tout ce petit monde-là travaille, j'allais dire, chacun pour soi. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a une coordination ou est-ce qu'il y a des risques de doublons sur les études? Est-ce que d'ailleurs, ça peut être utile d'avoir des doublons sur les études? Est-ce qu'il y a une coordination ou finalement c'est chacun pour soi en fonction, disons, de ses priorités scientifiques, personnelles, de ses publis, etc., etc. Alors, en fait, alors je ne peux pas parler pour tous les champs, mais donc je vais juste vous parler de l'épidémiologie et la modélisation plutôt en épidémiologie, parce que là, pour le coup, je vois comment ça se passe. Et en fait, on se connaît en fait entre épidémiologistes, modélisateurs. Parfois, on a fait presque nos études ensemble, ou sinon on s'est rencontrés voilà, dans des congrès, on a lu les publications des uns et des autres. Donc il y a quand même une connaissance générale de qui fait quoi dans le domaine. Alors, parmi ceux qui travaillaient déjà dans le domaine, bien sûr, hein, les nouveaux entrants, forcément, on ne les connaît pas forcément bien, pas tout de suite. Mais en tout cas, on peut lire leurs publications et voir leurs travaux, etc. Et en fait, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est dès le début de la crise, je savais qui allait travailler sur quoi et je savais sur quoi je pouvais, moi, contribuer. Et donc, on a tout de suite commencé à communiquer entre nous. Moi, dès février, j'avais envoyé des emails. Je travaillais déjà avec Vittoria Colizza, par exemple, qu'on a vu un peu dans les médias récemment, à l'INSERM. Et donc on échangeait déjà sur ces travaux. Et Simon Kochmes de l'Institut Pasteur, qui est aussi modélisateur, assez rapidement est entré dans le conseil scientifique présidentiel. Et donc on échangeait déjà avant ça. Et donc, il y a eu une sorte
au début une coordination entre gens qui se connaissaient, et puis ensuite, assez rapidement, depuis 6 à 9 mois, le groupe s'est élargi à tous tous les modélisateurs en France qui avaient produit des travaux potentiellement intéressants et un peu et donc un peu intéressants. Et donc toutes les semaines, par exemple, on se fait un point où toutes les équipes sont un peu représentées et on partage ce qu'on fait. Et comme vous dites, c'est souvent intéressant d'avoir des approches différentes et d'essayer de répondre à la même question avec des approches différentes, parfois avec la même approche. Et à ce moment-là, on crée des collaborations et on échange. Et donc, il y a plutôt une bonne coordination assez naturelle. Et il n'y a pas de... moi, je n'identifie pas vraiment de compétition malsaine. C'est-à-dire qu'on ne se tire pas dans les pattes. On a plutôt tendance à se dire que de toute façon, il y a tellement de boulot et tellement de trucs à faire qu'on sera aussi bien à travailler ensemble ou à travailler côte à côte qu'à se taper dessus, quoi. Ok, ben, merci beaucoup Pascal pour cette présentation et pour votre capacité à répondre à de nombreuses questions avec différents angles. Donc, ce que je propose maintenant aux participants, c'est d'aller vers le lien de feedback pour qu'on puisse non seulement évaluer la session d'aujourd'hui, mais améliorer les prochaines sessions. Et après avoir donné ce feedback, je vous donne rendez-vous à tous pour un after work avec chacun son godet. On pourra parler dans des petites salles. Donc, merci encore beaucoup. Je vous applaudis pas parce que j'ai pas les outils pour applaudir bruyamment, mais néanmoins, c'était très bien. Et je pense être je dirais le représentant, l'avocat de l'ensemble des participants pour vous remercier pour cette session vraiment très, très intéressante. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation.